Bonjour et bienvenue à vous sur Médien TV dans 11 dit tout. Aujourd'hui, nous allons parler du pervers narcissique. Le but dans ce rendez-vous est justement de comprendre qui est vraiment ce pervers narcissique. En effet, c'est une appellation qui revient très souvent pour désigner une personne, souvent un homme avec lequel la relation a été tumultueuse. Mais selon les spécialistes, la désignation est relativement galvaudée à cause notamment d'une irruption de termes médicaux dans le langage de tous les jours, amenant donc des dérives. Les détails, c'est tout de suite avec nos spécialistes. Pervers narcissique, vous dites, on en parle avec Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci. Et à vos côtés, Dr Loubna Berisha, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Et en fait, ce terme de pervers narcissique, on en entend énormément parler ces derniers temps, et souvent pour désigner un homme, et souvent à la suite d'un échec amoureux. Alors, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y en a beaucoup et de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un constat ou c'est un terme assez galvaudé, docteur Berisha? Alors effectivement, le terme, on entend souvent parler de pervers narcissique. On emploie le terme ces derniers temps à tort et à travers pour justement pour disqualifier une personne ou pour juste rassurer un individu qui se bat pour sortir d'une relation qui est complexe. Mais non, ce n'est pas un effet de mode, c'est une réalité. Les pervers narcissiques ont toujours existé. C'est vrai que le terme n'a été employé pour la première fois que dans les années 80, mais les pervers narcissiques ont bien avant existé et ils continueront à exister. De nos jours, il est très souvent employé. On colle l'étiquette de pervers narcissique dès qu'une relation amoureuse, professionnelle ou amicale se passe mal, juste pour disqualifier l'autre ou pour réconforter la victime. D'accord. Voilà. Ok, alors justement, on va voir qui est véritablement le pervers narcissique. D'abord, Camélia Zakaria, est-ce que c'est une maladie? Je ne parlerai pas d'une maladie, je parlerai d'un profil pathologique. Comme vous l'avez dit, effectivement, on en entend de plus en plus parler, parfois à tort ou à raison. Mais encore une fois, je pense que c'est grâce aux médias, aux différentes émissions qu'on a, à l'accès à l'Internet. Donc les gens ont pu mettre justement un mot sur certaines difficultés. Mais encore une fois, il va falloir justement essayer de débroussailler tout cela. Est-ce qu'effectivement c'est un pervers narcissique ou c'est tout simplement le fait d'essayer de trouver un justificatif à une destinée catastrophique d'une relation et on se dit donc c'est un pervers narcissique. Donc effectivement, on a vu apparaître dans notre jargon autant de troubles, comme par exemple, si je puis me permettre, pour les enfants, l'hyperactivité. Exactement. Et à un moment, on disait à tort à travers que cet enfant était hyperactif. Est-ce qu'on est dans la même optique aujourd'hui de la perversion narcissique? Oui et non. Non, parce qu'il y a effectivement des pervers narcissiques et le vécu qui est rapporté dans nos cabinets peut en témoigner. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a autant de pervers narcissiques qu'il y a est-ce qu'il y a autant de comportements chez ces personnes qu'il y a de profils de pervers narcissiques ou c'est un seul mode de fonctionnement? Je pense que Dr Berisha pourra le confirmer par la suite, c'est qu'il y a autant de profils que de pervers narcissiques. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une classification psychiatrique, et je pense que vous allez pouvoir en parler. Il n'y a pas une classification psychiatrique qui nous dit que telle pathologie correspond à tel profil, et pour avoir tel profil, il faut avoir tel critère diagnostique. Donc aujourd'hui, c'est toujours un élément qui est toujours en recherche. On essaie justement encore d'étudier plus et plus le profil du pervers narcissique et de la perverse narcissique, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes, il faut le rappeler. D'accord. Mais alors justement, s'il y a une classification, pas encore. Mais il y a les grandes lignes. Oui. Voilà. Il y a des traits en commun entre les pervers narcissiques qui permettent plus ou moins de reconnaître et de repérer les pervers narcissiques, mais qui ne sont pas du tout spécifiques ou typiques de la perversion narcissique. Je cite, alors comment par on peut savoir qu'on est face à un pervers narcissique? Par l'association de plusieurs traits, justement par exemple par la manipulation. Et là, on distingue entre faire de la manipulation et être manipulateur. Le pervers narcissique est
Et le plus dangereux des manipulateurs, c'est d'ailleurs son mode de fonctionnement principal. Il manipule juste pour manipuler, sans ressentir de culpabilité, de compassion ou de la moindre considération pour les autres. Le pervers narcissique est quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est obsédé par son image sociale. Voilà. Il culpabilise aussi, il culpabilise sa victime en invoquant l'amour, l'amitié, la conscience professionnelle, il la dévalorise, il la critique tout le temps, il remet en cause toutes ses qualités, sa personnalité, voilà, ses atouts, juste pour la rabaisser, pour la critiquer, pour se prouver à lui-même avant elle qu'elle est nulle et qu'il est supérieur à elle. Et donc, beaucoup plus d'autres traits. Je suis d'accord avec moi. Oui. Si je puis me permettre, il y a aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure, elle et moi, est-ce qu'on va toujours remarquer dans le discours des victimes, parce que c'est elles qui viennent consulter. Vous n'allez jamais avoir un pervers narcissique qui viendra en consultation, parce que justement, il n'a même pas idée de combien le déni est ancré en lui. Pour lui, dans un fonctionnement normal, et on le verra par la suite. Maintenant, encore une fois, ce qu'on va retrouver chez les victimes de pervers narcissiques, c'est deux vitesses ou deux mouvements ou deux phases ou étapes. Une première étape, lune de miel, où c'est vraiment le prince charmant. Il est séduisant, il est soigné, il est attentionné, il est magique et magnifique. Au vrai sens du terme, magique et magnifique. Donc, à partir du moment, et comme ils sont très très doués dans la manipulation, comme a dit le docteur Brisha, ils ont la capacité. Ils ont vraiment un talent mais extraordinaire, mais malheureusement il est utilisé à mauvais escient, c'est de la capacité de voir quelles sont vos failles narcissiques, vos difficultés et de s'engouffrer dans ces difficultés-là. Si vous avez un problème avec votre père, je suis là pour combler justement cette faille avec votre père. Donc ce qu'on va retrouver dans le discours des victimes, c'est qu'elles disent toutes à l'unanimité, c'est que j'ai l'impression, il donne la sensation qu'il est le seul à pouvoir vous comprendre. Et à partir du moment où il est le seul à pouvoir vous comprendre, c'est qu'il est détenteur d'une solution pour vous. C'est ce qui fait que justement vous allez vous retrouver à vous attacher au fur et à mesure à quelqu'un justement qui vous donne l'illusion, qui va vous donner quelque chose qui vous a manqué toute votre vie. Donc ça colle vraiment, pardon, l'histoire du c'est trop beau pour être vrai, ça colle parfaitement au pervers narcissique. Exactement. D'ailleurs, notre équipe a eu l'occasion de rencontrer une de vos patientes, Camélia Zakaria, que nous appellerons Myriam, et qui raconte justement ce vécu avec un pervers narcissique. Je vous propose de regarder un extrait. Myriam, j'étais fiancée pour une durée de 2 ans. J'avais vécu une relation amoureuse assez spéciale pour le début, avec un homme, donc il y avait un avant et un après. Avant, c'était une relation tout à fait parfaite pour moi. C'était l'homme parfait, tout était bien. Pas de problème, une relation parfaite, comme je pouvais le rêver. Alors par la suite, j'ai rencontré toute une autre personne, totalement différente de celui que j'ai connu pour la première fois. Une personne qui s'énervait pour la moindre des choses. Une personne, pour le fait qu'il n'y ait pas de réseau là où je suis, il va commencer à crier en me disant « Pourquoi ça n'arrive qu'avec toi ? Pourquoi j'arrive pas à t'entendre ? Pourquoi ce problème de réseau ? Sachant que c'est un problème que je ne peux pas résoudre. » Avec une personne qui m'a totalement isolée de ma famille, de mes amis. Donc voilà, Myriam racontait son vécu. Elle est arrivée chez vous, Camélia Zakaria, au bout de combien de temps ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les femmes victimes de pervers narcissiques, par exemple, qui vont venir justement au cabinet, malheureusement, on ne voit que des femmes, on voit rarement d'hommes, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Très souvent, elles viennent pour des demandes qui sont cachées. Par exemple, pour une dépression, pour un trouble de la confiance en soi. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai envie de changer parce que mon mari, il ne m'apprécie pas. Il y a beaucoup de dévalorisation à la maison, j'ai envie de plaire à mon mari. Donc, on va se retrouver avec des demandes qui sont complètement annexes. Mais au fur et à mesure, on va se retrouver avec un véritable profil où on va avoir un profil, donc pervers narcissique et une victime. Comme on vient de l'entendre, elle a été fiancée, c'est allé très très rapidement, donc c'est l'homme idéal. Donc on va toujours, je pense que même Dr Brisha, elle pourra vous le confirmer, on se retrouve avec magique et magnifique, ensuite la descente aux enfers. Mais c'est une autre personne, et on verra par la suite pourquoi est-ce que justement, même si c'est une autre personne, ces personnes-là restent. C'est ça, c'est aussi ça qui est douloureux dans cette situation. Je reviens juste sur ce point, vous dites, souvent ces victimes arrivent
pour une autre demande. Oui. Et c'est ensuite en creusant, en investiguant, que vous vous rendez compte que cette personne est victime de perversion narcissique. Est-ce que vous le dites à vos patientes à ce moment-là, à vos patients de façon générale? Est-ce que vous l'exprimez? Écoutez, à partir du moment où il y a une souffrance liée au couple, effectivement, on va l'exprimer. Donc, si on a un trouble, par exemple, lié à la dépression ou lié à la confiance en soi, on essaie de ratisser large par rapport aux différentes sphères de vie. Mais est-ce que vous, par exemple, en tant que spécialiste, oui, vous dites... Est-ce que je vais le dire? Voilà, vous savez, vous êtes comme ça parce oui. que vous êtes victime de perversion narcissique. À aucun moment, je n'aurai la prétention de pouvoir dire il est pervers narcissique à partir du moment où, un, je ne l'ai pas rencontré. Et à partir de deux, peut-être qu'elle ne m'a pas encore rapporté un vécu, mais je lui ferai signifier qu'elle est dans une relation toxique. Et qu'à partir du moment où on est dans une relation toxique, il faut être dans une résolution de problème. Ça ne veut pas forcément dire fuir. On essaiera toujours, c'est le but de la thérapie, de capitaliser sur l'existence, surtout s'il y a justement des enfants, c'est des garde-fous à gauche et à droite. Donc on va essayer de capitaliser sur l'existant parce que l'autre n'est pas du tout dans la conscience qu'il souffre d'une pathologie. Exact. Donc lui manifester, mais pas forcément le dire, à moins que justement elle vienne, elle va me dire, et c'est très fréquent aussi, de dire je suis avec un pervers narcissique, et là encore on va essayer de trouver le faux du vrai. Du vrai, exact. Alors en fait, il y a deux volets dans cette discussion, parce qu'il y a le volet de la victime, et il y a le volet aussi du bourreau, du pervers narcissique. On va essayer de comprendre ce profil, parce que vous dites que ce n'est pas une pathologie, mais c'est un profil pathologique. Ça veut dire quoi, la nuance entre les deux pour les spécialistes que vous êtes? Alors actuellement, il n'existe pas encore de définition claire et officielle du pervers narcissique. Ce qu'on a, c'est une description qui a été faite en 1986 par un psychanalyste, Paul Racamier, qui l'avait décrit comme étant une façon organisée de se débarrasser, de se défendre de ses douleurs et de ses contradictions internes et de les expulser pour les faire couver ailleurs tout en se survalorisant aux dépens des autres. Et donc, d'une manière plus simplifiée, le pervers narcissique serait une personne hautement toxique qui a une faible estime de soi et qui cherche toujours, pour compenser justement, à se valoriser en rabaissant les autres. Donc, cette personne-là, elle n'entretient que des relations pathologiques, toxiques, destructrices avec les autres. Les autres, justement, ils ne représentent que des marionnettes pour lui, que des objets qui n'existent que pour ce qu'ils lui rapportent. Et donc, à ce point, c'est-à-dire que vous l'avez dit aussi, Camélia, il peut y avoir des enfants, donc ces gens-là se marient, construisent des familles. Donc à ce point, l'autre ne compte pas, l'autre n'est là que pour combler mon besoin de m'affirmer. Tout à fait. On peut vivre comme ça, le pervers narcissique vit comme ça. Oui, tout à fait. Donc malgré il n'aime pas sa femme, ou elle n'aime pas son mari. Il est incapable d'aimer les autres parce qu'il est occupé par s'aimer soi-même. Il n'a que peu de place pour aimer les autres. Donc, malgré l'image agréable en société, c'est quelqu'un qui cache une grande souffrance et qui cherche par tous les moyens à l'extérioriser pour jouir de la souffrance des autres. Ok, mais alors si c'est un profil pathologique, oui, bien sûr, Camélia, je voudrais rejoindre, c'est que oui, il a une femme et des enfants, mais vous l'avez très bien dit dans votre introduction, c'est qu'il donne de l'importance à l'image sociale qu'il va renvoyer. Donc c'est toujours des personnes qui sont fortement appréciées en société. Et là encore, on va se retrouver avec une victime qui, à un certain moment, sous le joug de la manipulation, commence à se dire « mais il y a une certaine complicité même extérieure, dans le sens où les autres l'apprécient. Mais moi, c'est un véritable monstre qui est avec moi. Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de devenir folle? Est-ce que c'est pas moi qui... » Et il ne va pas le manquer de lui rappeler. Mais tu es folle, effectivement, tu ne sais pas ce que tu dis, etc. Donc, elle peut les pas autres... s'en plaindre aux autres parce que les autres ont une autre perception de cette personne. Parce que ça rentre, encore une fois, dans sa stratégie à lui. La première stratégie, c'est l'emprise, justement, et faire en sorte que la victime puisse s'attacher à lui. Et la deuxième stratégie, c'est l'isolement ou l'isolation. Il va l'isoler au fur et à mesure de ses amis et de sa famille, ou bien tout le contraire, se faire apprécier par ses amis et sa famille qui vont devenir ses alliés. Donc, et à la maison, il y a autant de souffrances psychologiques ou parfois même physiques, mais qui ne seront pas visibles, mais à l'extérieur, elle aura toujours un son de cloche qui est différent. On ne comprendra pas ce qu'elle a, mais ce qu'elle vit, elle a véritablement vécu. Donc ses enfants et sa femme, ce sont des faire-valoir. Même ses enfants. Et sa femme également. Être bien en société, c'est avoir une famille, femme et enfants. Donc ce sont mes faire-valoir. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en même temps, vous dites, pour ce profil, eh bien, il ne réalise absolument pas le mal qu'il fait aux autres. Il est dans le déni le plus total. Mais en même temps, vous parlez de stratégie. Alors,
qu'est-ce qui est de l'ordre du conscient et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient? Et est-ce que tout est inconscient et est-ce qu'au final, tout le monde est victime d'une situation? Alors, généralement, le pervers narcissique, par définition, est inconscient de son problème. Il ne viendra jamais consulter, il ne viendra jamais vous dire qu'il a un problème social ou familial et qu'il est le cause de ce problème. Il est conscient, par contre, du mal qu'il fait aux autres et de l'influence qu'il a sur les autres. Donc, il est conscient, par exemple, du mal, on reste dans la sphère familiale, Oui. dans la relation couple. Il est conscient du mal qu'il fait à son épouse? Oui. Il va même lui payer des thérapies. Oui. Parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle est fragile. Elle va pas bien, elle est fragile à cause de moi? C'est possible, mais elle est fragile de nature. C'est possible, mais je ne suis pas le seul à la fragiliser. N'est-ce pas? À en être responsable. Il les ramène justement en thérapie, il va la ramener en thérapie, c'est ce qui est encore plus bluffant. Mais à aucun moment, il ne voudra rentrer en consultation de couple, alors que souvent, on peut avoir justement une difficulté au niveau du couple, on va lui proposer justement de faire une thérapie de couple. Non, je n'en ai pas besoin. Ou combien même il rentre, il va être beaucoup plus... D'ailleurs, c'est parmi les profils qui ne vont jamais venir en consultation, on le dira et on le répétera. C'est-à-dire qu'il sera aussi en séduction avec le thérapeute, pour montrer justement que sa femme, effectivement, elle est folle. Elle est folle, elle a des difficultés. D'un point de vue pathologique, encore... Mais les deux restent. Lui, il trouve que sa femme est folle et il reste. Et elle souffre avec son mari et elle reste. Ou part. Ou part. Très souvent, elle finira par partir. Parce qu'aujourd'hui, on a accès justement aux médias, on a accès... Et beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont là, à nous écouter, ont une véritable souffrance. On n'a pas parlé des différents rabaissements, des valorisations devant ses enfants. Regarde comment tu es grosse, tu ne ressembles à rien, quel que soit l'effort qu'elle va faire. Ça peut aller même jusqu'à la chirurgie esthétique. Moi, j'ai eu des patientes qui me disaient, là, avant de sortir, déjà c'est lui qui m'achète ce que je dois porter, c'est lui qui choisit ce que je vais porter, et avant de sortir, il me fait tourner, il me regarde et me dit, regarde comment tu es. Est-ce que tu trouves que tu es belle? Est-ce que tu trouves que tu es à la hauteur, etc., etc. Donc il y a beaucoup de dévalorisation et à un certain moment... Pardon de vous interrompre, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé à ça? C'est-à-dire que, je veux dire, vous avez beaucoup de femmes maintenant qui nous regardent et qui pourraient se dire, mais moi, il me dit ça la première fois, eh bien, c'est la Troisième Guerre mondiale, je le laisserai pas dépasser ces limites-là. Et qu'est-ce qui fait que, petit à petit, cette femme, qui était peut-être complètement différente, qui arrivait à s'imposer, à s'affirmer, etc., se laisse écraser comme ça, supporter, accepter d'être rabaissée à ce point. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça? Alors, c'est toute une stratégie que le pervers narcissique met en place selon et suivant des étapes bien déterminées. Donc, la première étape étant de bien choisir la victime. Il ne tombe pas sur n'importe qui. Donc, si on parle d'un pervers narcissique homme, la victime serait une femme plus ou moins jeune, sensible, empathique, de préférence avec un manque d'estime de soi, de confiance en soi, une carence affective carrément, ou et qui peut être en détresse. L'étape qui suit, oui. L'étape qui suit, c'est l'étape de la séduction. C'est pas possible. Ils sont doués, ils sont très intelligents. Oui. Et souvent, pardon, je vous laisserai continuer. Souvent, ils sont vraiment à cheval sur tout ce qui est psychologie, relations féminines, relations masculines. Ils lisent beaucoup. Ils lisent vraiment beaucoup. Ils se documentent. Ils savent comment fonctionne l'autre. Ils savent comment faire. Exactement. Donc l'étape qui suit, justement, c'est l'étape de la séduction. Ce pervers narcissique se présente comme étant l'homme parfait. Il plaît par son côté charmeur, flatteur, séduisant, bon vivant. D'accord? Donc, mais il est comme ça, de nature, ou il se construit un profil? Il a plusieurs facettes. Il change de facette selon la situation, selon la présence. D'accord. Et tout ça est inconscient? Non, il est conscient de tout ça. Il sait qu'il manipule, il sait qu'il a de l'influence sur les autres, il sait qu'il peut en jouer comme il veut. Et c'est ça, en fait, on va dire qu'il l'allume encore plus. C'est la jouissance. C'est ça. Exactement. C'est une forme de jouissance. Moi, il y a une définition que j'aime bien, qui dit que, justement, le pervers narcissique est au bord de la folie. Et pour ne pas décompenser, il va rendre l'autre fou. Parce qu'à chaque moment, il va lui miroiter que c'est dans ta tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être avec moi. Je me fais constamment draguer. Tu devrais t'estimer heureuse. Mais regarde comment tu es. Regarde comment tu te tiens. Regarde comment tu parles. Donc, il y a justement... il a une faille narcissique. Mais il va aussi choisir quelqu'un qui également a une faille narcissique
parce que fragilisé par l'enfance, par exemple, un père qui est absent, une mère qui a été absente, vous savez, nous tous, nous avons besoin d'une sécurité de base quand on est enfant. Cette sécurité de base affective nous est donnée par nos parents. Et si on ne l'a pas eue, on va être amené justement à la chercher une fois adulte, encore et encore et encore, à être dans des schémas de répétition. Il vient sous tout abord comme étant parfait, l'homme qu'on a toujours attendu. Et comme il nous comprend et qu'il dit qu'il a notre solution, ben on est amené à rester. Parce que peut-être ce qu'on ne dit pas encore, c'est qu'il souffle le chaud et le froid. Peut-être qu'il est agressif et qu'il crie, etc. Mais il se rattrape, il sait bien se rattraper. Il sait bien se rattraper. Donc très souvent, ça sera encore une fois magique et magnifique, mais de manière temporaire. Donc elles seront là, elles deviennent véritablement addictes à ce genre de comportement. Il est magique, il me fait des massages, il m'invite à dîner, il me prépare parfois les dîners. Et du jour au lendemain, on va avoir tout un changement, tout un renfermement, quelqu'un qui rabaisse, quelqu'un qui dévalorise, et quelqu'un aussi en société qui va se montrer tendre avec elle, qui va la valoriser. Donc elles non plus, elles ne savent plus sur quel pied... Elles perdent leur repère. Alors, est-ce que ce pervers narcissique qui est comme ça à la maison avec son épouse, le sera aussi dans la sphère professionnelle et le sera aussi dans la sphère amicale? Est-ce que ce profil-là a le même mode de fonctionnement, quelle que soit la sphère de vie? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Les pervers narcissiques, ils se trouvent partout. Donc, on a tous le même risque de les rencontrer un jour, si ce n'est déjà fait. Oui. Donc, ça peut être un mari, bien sûr, un conjoint. Ça peut être un membre de la famille plus ou moins proche. Ça peut être un ami, un collègue, un patron. Va agir de la même manière à la maison, au travail, avec les amis, ou bien il choisit son domaine d'action, de jeu, son terrain de jeu. Généralement, la manipulation est le mode de fonctionnement principal du pervers narcissique. Donc, là où il est, il va manipuler, il va rabaisser, il va culpabiliser, il va responsabiliser les autres, il va nier sa responsabilité. Des victimes. Choisir des victimes dans les différentes sphères. Même professionnellement, il va avoir une victime. Exactement. Parce que justement, il a besoin de cette jouissance. Il jouit justement de pouvoir manipuler l'autre, de pouvoir rabaisser l'autre. Parce que même en sphère professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ce sont Quand vous parlez de jouissance, c'est-à-dire de réconfort. Oui, parce que même c'est cette emprise justement sur l'autre qui lui sert de jouissance. Parce que souvent aussi en entreprise, ça peut être des mentors. Ils ont très souvent des postes à responsabilité. Et on se retrouve avec des gens qui vont nous dire, on est fraîchement par exemple fraîchement recruté, ou on vient d'avoir un nouveau poste, on est promu à un nouveau poste, on intègre une nouvelle équipe et on nous dit, tu sais, c'est très bien ce que tu fais. C'est vraiment très bien. Mais il va y avoir plus de mais que de très bien. Au fur et à mesure, donc je vais entendre beaucoup plus de mais de très bien, beaucoup plus de tu n'es pas à la hauteur, je ne sais pas pourquoi on t'a recruté. Et à côté de ça, je suis très fière de toi, de ce que tu as fait. Mais en général, c'est malsain. C'est malsain. Mais en même temps, c'est aujourd'hui le discours qui est prôné par les spécialistes. Faire passer la pilule dans la douceur, en entreprise par exemple ou avec les enfants. C'est très bien ce que tu as fait là, mais... Apparemment, c'est la formule pour faire passer la pilule. Les points positifs et ensuite les points négatifs. Mais là, on va voir qu'il va choisir un bouc émissaire. Un bouc émissaire qui doit être véritablement à sa merci, qui sera constamment déstabilisé, constamment en perte de repère. Des personnes qui vont rester à travailler des heures et ça ne va jamais plaire à leur responsable. Combien même vous arrivez à décrocher tel ou tel projet, vous ne serez pas félicité. Mais vous pouvez être félicité pour quelque chose de complètement insignifiant. Donc il y a justement cette perte de repère où on ne sait pas comment plaire à l'autre. En même temps, c'est un mentor parce que justement, il est là pour nous signifier qu'on vaut quelque chose. Il nous montre quelque chose qu'on a eu envie de voir à un certain moment en nous, mais à côté, encore, il va nous déstabiliser. Donc, au lieu d'avoir le comportement paternaliste qu'il a pu avoir au départ, aussi bien en couple qu'au niveau de la sphère professionnelle, on va se retrouver avec quelqu'un qui ne nous rassure pas, qui va nous dévaloriser au lieu de nous protéger, beaucoup plus. Alors, mesdames, là, on parle vraiment on va dire du mari, de l'épouse, du patron, mais est-ce qu'il arrive aussi que l'enfant soit pervers narcissique ? Que l'enfant soit pervers narcissique vis-à-vis de ses enfants, ça vous fait sourire. Je laisserai Camélia s'en occuper. On en a parlé justement, elle et moi. Vous savez, je pense que quand on parle d'enfant pervers narcissique, c'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre. Parce que justement, c'est une terminaison qui nous vient de la psychanalyse, de l'apport freudien, où il nous rapporte que l'enfant par nature, est un pervers narcissique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'enfant est égocentrique. L'enfant a besoin que toute l'attention soit tournée autour de lui. Mais à partir du moment où cet enfant-là est scolarisé, et à partir du moment où il va avoir accès aux émotions secondaires, à savoir la pudeur, à savoir la culpabilité, à savoir la honte et l'empathie, à partir de ce moment-là, il va y avoir justement des va-et-vient par rapport au comportement qu'il peut avoir en société et les parents qui seront là à corriger justement le comportement de cet enfant-là. Donc, cet enfant qui a de l'empathie, qui a de la honte et qui a de la culpabilité ne pourra pas être
un pervers narcissique. Par contre, un enfant qui n'aura pas d'empathie, qui n'aura pas on peut repérer ce genre de choses. Ça peut évoluer vers un tableau clinique qui est tout aussi dramatique. C'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité antisociale. Maintenant, un enfant ou un adolescent peut manipuler, il peut avoir des mécanismes de pervers narcissique, mais pas être structurellement pervers narcissique. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour voir comment les victimes de pervers narcissiques peuvent s'en défaire, puisque vous dites que finalement, les pervers narcissiques eux-mêmes ne consultent jamais. Alors, comment ces victimes peuvent s'en sortir? Eh bien, c'est ce que nous allons discuter en deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour vous sur le plateau d'On se dit tout. Aujourd'hui, cette discussion autour de ce profil pathologique pervers narcissique. C'est une expression en fait qui revient très très souvent actuellement au point de se dire est-ce que, eh bien, désolé de le dire comme ça, est-ce que ça pousse comme des champignons? Les spécialistes sont là pour justement confirmer qu'il y a ce profil pathologique qui existe, qui est là, qui ratisse large dans la société. Et justement, nous sommes là pour en discuter, mais aussi en cette deuxième partie d'émission pour voir comment les victimes peuvent s'en sortir. Je suis avec deux spécialistes, Dr Lubna Bresha et Mme Camélia Zakaria. Vous le disiez tout à l'heure, le pervers narcissique n'arrive jamais en cabinet, ne se plaint jamais de rien. C'est la victime qui arrive chez vous pour une prise en charge. Mais en même temps, on l'a dit en début d'émission, ce pervers narcissique est en souffrance. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment rien du tout en lui qui bouge, qui lui signifie qu'il est en souffrance et qui pourrait éventuellement l'amener chez vous ? Il pourra venir consulter, mais il vous dira, il va vous manipuler. Il va nous manipuler en tant que clinicien, il va nous manipuler. Il y arrive ? On n'est pas sûr. Même s'il arrive, on ne saura pas qu'il s'agit d'un pervers narcissique. Mais il arrive à vous manipuler ? Je pense que oui. C'est vrai, il pourra même manipuler. En tant que psychiatre, vous pouvez être manipulé par un pervers narcissique? Un psychiatre, un juriste, un avocat, tout le monde peut être manipulé par un pervers narcissique parce qu'il ne racontera que ce qu'il veut raconter. Il responsabilise les autres de ses propres erreurs. Il va vous donner une image complètement fausse de sa vraie réalité. Et donc, il mettra... À quel moment cette personne peut-elle être vraie? À quel moment laisse-t-elle tomber sa carapace? Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'il y a un moment où elle peut être vraie, vraiment vraie, entière? Je pense qu'elles sont vraiment vraies, mais au plus... Mais déjà, c'est leur fonctionnement. Donc, il ne faut pas l'oublier que c'est leur fonctionnement. Donc, à aucun moment, ils se disent « j'ai un faux self, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ce que je suis en train de faire, ça détruit tout le monde. » Pourquoi ils ne viennent pas déjà au cabinet? Parce qu'ils ne sont pas tournés vers l'intérieur, vers l'introspection, ils sont plus tournés vers l'extérieur. L'image du corps, pouvoir plaire, faire une activité libérale reconnue, être un agent économique assez reconnu justement. Donc au moment où il va être vrai, où il est capable justement, peut-être qu'il peut même décompenser. Décompenser, c'est se retrouver justement à devenir fou. Décompenser, c'est faire une décompensation psychotique. Donc, à chaque fois, il va flirter avec cette limite. Il voit la difficulté que cela engendre chez sa femme, mais il se dit, c'est la condition de toute femme. De toute manière, moi, j'ai vu peut-être mon père faire ça. Peut-être que les femmes doivent être soumises, la femme doit avoir tel ou tel comportement avec son mari, être dans l'abnégation la plus totale. Donc, à chaque fois, il va trouver un justificatif pour vous dire, mais vous savez, mais à côté de cela, je la prends en charge totalement. À côté de cela, elle peut se permettre tous les voyages. Les enfants vont aux meilleures écoles, mais il fait ça pas uniquement pour ses enfants, il fait ça aussi pour lui parce que ce sont des faire-valoir. Donc, est-ce qu'à un moment, on peut avoir... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour que ça nous donne justement un pervers narcissique, c'est que fatalement, ça a été quelqu'un qui a été peut-être martyrisé quand il a été enfant ou qu'il a eu des difficultés. Ce n'est pas forcément automatique, mais souvent on va retrouver ça dans leur vécu. C'est ce qui va pousser justement ces victimes à s'en amouracher. Souvent ce sont des victimes, vous savez, et il faut vraiment briser le mythe. Les victimes, très souvent, sont très instruites, peuvent être professeurs, avocates, juges, peut-être même médecins ou psy, etc. Donc, parce que justement, elles sont dans des métiers d'empathie, des métiers d'écoute, tournés vers l'autre. Donc, lui, il va profiter justement. Il ne choisit pas au hasard les victimes. Donc, il va la choisir par rapport à ses capacités d'empathie et d'écoute et par rapport à ce qu'elle a vécu, elle aussi. C'est ce qui va la pousser justement, elle aussi, à jouer l'infirmière, à vouloir le réparer, à vouloir qu'il soit bien. Combien même il va martyriser, combien même il va la martyriser, mais elle sera quand même là justement pour lui servir de béquille. Mais alors à quel moment cette femme va décider de passer à autre chose, de devoir s'en sortir?
À quel moment il y a voilà, cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a prise de conscience, d'abord, docteur? Alors, généralement, les victimes mettent du temps avant d'être conscientes de la relation pathologique, de la relation toxique avec un pervers narcissique. Surtout, elles sont dans une situation où elles sont isolées de leur famille, de leurs amis, de leur entourage, qui pourra avoir un regard extérieur neutre sur cette relation. Et donc, quand elles viennent, quand elles débarquent en consultation, c'est pour, comme a dit Camélia, pour des conséquences d'une relation pathologique comme la dépression, l'anxiété, un burn-out. Et des fois, on voit même des conséquences beaucoup plus lourdes, par exemple la dépression suicidaire. D'accord, carrément. Alors ça, c'est pour le couple. Mais par exemple, quand ce pervers narcissique est en milieu professionnel, il ne peut pas isoler sa victime. L'emprise est différente, mais il ne peut pas isoler la victime. Il ne peut peut-être pas l'isoler, mais encore une fois... Il va diviser pour régner, je pense. Exactement, tout à fait. Et c'est beaucoup plus insidieux. C'est beaucoup plus insidieux. Il va y avoir beaucoup de dévalorisation, beaucoup de déstabilisation. Combien même vous êtes surperformé par rapport à ce poste, on vous montrera que vous ne valez pas mieux que je ne sais pas qui dans l'entreprise. Donc, au fur et à mesure, peut-être que d'un point de vue privé, on va entendre parler de dépression, mais d'un point de vue professionnel, on entendra plus parler de burn-out. De burn-out avec des relations très toxiques avec un N+1 ou un N+2. Mais ce que je veux dire par là en même temps, c'est que cette personne ne peut pas vous isoler dans la mesure où lorsque vous quittez votre sphère professionnelle, vous pouvez échanger avec des personnes neutres. Par contre, dans la sphère personnelle, le pervers narcissique va vous isoler des autres personnes que vous connaissez, va vous empêcher de voir votre famille, vos amis, etc. Alors que dans la sphère professionnelle, vous sortez du boulot, vous rentrez chez vous, vous pouvez échanger avec votre conjoint, votre épouse, votre famille, et puis on vous dit attention quand même, faites attention. Mais vous savez, très souvent, comme ils ont des postes à responsabilité, ils sont vraiment idéalisés. Donc ils ont cette relation paternelle avec la personne qu'ils vont isoler. Et comme c'est martelé tous les jours, combien même on va vous dire justement dans votre milieu privé, ce n'est pas normal, ça va mettre peut-être un peu de temps justement pour que vous arriviez à la conscientisation. Mais la conscientisation est beaucoup plus simple en milieu professionnel qu'en milieu privé où véritablement c'est une chasse gardée. D'accord. Alors, comment s'en sortir ? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et est-ce que, quand il y a des enfants et qu'on n'a pas envie de divorcer, on peut trouver une technique de cohabitation, une technique pour se protéger? Et si on arrive à trouver cette technique pour se protéger, je vois Dr Brisha réagir à ma question, est-ce que l'autre continue sur le même pattern ou il change de mode de fonctionnement? Parce que toutes les personnes n'ont pas forcément envie de partir. Il y a des enfants aussi. Oui. Parfois, pour les enfants, eh bien, on reste, sans jugement, bien sûr. Un pervers narcissique, par définition, il ne pourra pas changer. Il est comme ça, il continuera. Et si la première victime lui échappe, il va trouver une autre victime et continuer son fonctionnement de manipulation, de dévalorisation, ainsi de suite. Mais est-ce que la victime peut se renforcer? Est-ce que vous avez, vous, les outils à lui offrir pour se renforcer? Ça va être difficile d'être renforcé tout en restant avec un pervers narcissique. C'est ça, exposé. Tout en restant exposé à une certaine radioactivité. Exactement. Donc, c'est pas simple. D'autant plus qu'elle n'a pas été choisie au hasard. Donc, c'est tout un fonctionnement qui lui appartient à elle qui va être justement peut-être travaillé en thérapie. Maintenant, mais la thérapie, justement, permet de changer le fonctionnement. Bien sûr, permet d'avoir conscience de son fonctionnement. Après, est-ce que vous avez envie ou la volonté de changer? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais au moins de pouvoir conscientiser. Dans la majorité des cas, est-ce que ces femmes, lorsque c'est le cas d'un couple, est-ce que ces femmes décident de partir ou décident de se renforcer pour rester? Très souvent, elles décident de partir. Donc, elles viennent consulter. Avec enfants, sans enfants. Oui, elles viennent consulter parce qu'elles ont fait peut-être le tour des médecins aussi. Elles ont beaucoup somatisé. On les a prises pour folles. Peut-être même qu'elle a été internée par lui, en lui disant que justement tu es folle. Donc, elle a fait peut-être le tour des médecins, cardio encore une fois, gastro, endocrinaux. Et à un certain moment, elle va avoir le regard externe qui va lui dire « Mais tu sais, c'est pas normal ce que tu vis. Tu ne vis pas. » Parce qu'au fur et à mesure, effectivement, elle vit sans avoir conscience de ses besoins. Elle vit que pour répondre aux besoins de l'autre. Et donc, on ne peut pas vivre par vie interposée ou par procuration. Donc, elle vient en se disant « Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller mieux, être outillée
pour pouvoir partir. Reprendre, Maintenant, le but, nous, ce qu'on leur dit quand elles viennent au cabinet, que l'heure n'est pas à la prise de décision. Peut-être qu'à partir du moment où elle aura plus d'informations sur son vécu ou sur comment il fonctionne, peut-être que ça va changer la donne. Lui il est dans la manipulation, peut-être qu'elle aura d'autres outils de contre-manipulation, et ça existe aussi bien en milieu professionnel qu'en milieu privé, quand on a envie justement de conserver l'existant ou qu'on n'a tout simplement pas envie de partir. C'est possible aussi, mais d'améliorer sa vie de couple. Alors là, on parle du couple, mais ce couple, lorsqu'il a des enfants, eh bien, ces enfants sont également victimes. Oui. Nous consacrerons une émission entière à ce sujet parce que justement, on ne peut pas le survoler rapidement. C'est lourd de conséquences sur ces enfants, sur leur construction émotionnelle. Pour finir, puisque à travers l'échange avec vous, on découvre que vraiment presque la pire rencontre de sa vie, ça serait avec un pervers narcissique. Est-ce qu'on peut les éviter ? Comme on vient de le dire, non, ils sont inévitables, ils sont partout. Ils sont partout. Et ils sont très intelligents aussi. Maintenant, ça peut être, encore une fois, un ami, un frère, un conjoint. Le message qu'on voudrait passer aux personnes qui sont en train de regarder cette émission, ce n'est pas forcément d'être là à épingler le comportement pathologique ou la dysfonctionnel de leur mari ou de leur femme. Ce n'est pas le but de cette émission. Au contraire. Le but, c'est d'essayer de voir en quoi cette émission peut leur apporter en termes de conscientisation et surtout de se dire, alors, des alternatives existent, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre et il ne faut pas hésiter à aller consulter quand je suis dans un certain mal-être. Et ce mal-être est de plus en plus profond et surtout qu'à chaque fois que vous allez rencontrer des personnes qui vous ont connu avant, ils vont vous dire « tu as énormément changé ». Tu as perdu cette joie de vivre et même en termes de personnalité, tu n'es plus aussi attrayante que tu l'étais par la suite. Il va essayer de la déposséder de son libre arbitre, pas seulement libre arbitre, même de sa capacité d'action. Ouais. Là où tu vas, il faut m'en informer. C'est ça. Même au niveau on l'entendait tout à l'heure dans le reportage. Où que tu ailles, il faut m'en informer. À certaines mesures, on peut comprendre dans un contexte où on peut comprendre. On n'est pas en Occident, on est au Maroc. Donc on peut comprendre certaines choses. Mais on va voir qu'il y a vraiment une emprise par rapport, encore une fois, à ses capacités de penser. Qui dépasse l'entendement culturel. Elle est dissociée. Tout à fait. Mais voilà, l'idée aussi, c'est d'éviter aux personnes un vécu pareil. Et vous dites, malheureusement, ce n'est pas évitable. Malheureusement, on ne peut pas du tout se prémunir de ce type de rencontre. On ne peut pas éviter de les rencontrer, mais ce qu'on peut éviter, c'est de continuer et de ne pas arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire que dès qu'on a conscience de l'anomalie, on doit arrêter. On doit surtout faire confiance à notre ressenti. Dès qu'on n'est pas à l'aise en présence d'une personne, dès qu'on se sent manipulé, rabaissé, dévalorisé, dès qu'on se sent pas libre en présence de cette personne, dès qu'on en parle souvent quand elle n'est pas là, il faut, à mon sens, justement, si on met beaucoup de temps à se remettre d'une simple rencontre ou d'un simple appel de ces personnes-là, on doit se poser la question, est-ce qu'on a affaire à un pervers narcissique? Si on est toujours perdu, on peut toujours aller consulter, aller demander l'avis d'une personne bienveillante, d'une personne adaptée ou bien carrément consulter pour avoir un regard. Nous avons consacré, on va dire, une très large partie de cette émission au pervers narcissique au sein du couple. Vous l'avez dit, en milieu professionnel également, dans la sphère amicale aussi, ces personnes peuvent agir. On aura l'occasion de revenir en détail sur ces différents points. Et puis aussi lorsque le pervers narcissique est le parent. Oui, oui. Voilà, ça aussi c'est lourd. Merci beaucoup d'avoir été là, Dr Loubna Bresha, psychiatre, Madame Camélia Zakariak, psychologue clinicienne. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. La suite tout de suite. En fait, ce que je vous propose à présent, c'est d'aller à la découverte d'une spécialité. Souvent, lorsqu'on l'évoque, l'ostéopathie, c'est un petit peu la solution miracle pour certains maux du corps. Et ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de vous apporter sur le plateau une ostéopathe qui va nous expliquer sa spécialité, comment elle fonctionne et quelle différence avec la kinésithérapie, puisque finalement, ce sont des manipulations du squelette. Avec nous sur le plateau, Emmanuelle Kriki, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes ostéopathe. Oui. On n'est pas médecin ostéopathe, on est ostéopathe.
Oui, on est ostéopathe. Mais on peut être médecin ostéopathe, On peut c'est-à-dire une être, formation... Voilà, on peut avoir été médecin et puis par la suite, il faut quand même faire normalement 5 ans d'études ostéopathiques. D'accord. Et c'est des séminaires chaque week-end en fait. Très bien. Voilà. Et donc vous êtes ostéopathe et votre spécialité c'est quoi? Un ostéopathe, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. Donc déjà, nos seuls outils, c'est nos mains. Ok. Et en fait, le but, c'est de rééquilibrer le corps dans son ensemble. D'accord? Donc, l'ostéopathe, en fait, par exemple, si vous venez à mon cabinet, je vais déjà faire tout un interrogatoire en fait pour bien comprendre vos antécédents médicaux, comprendre un peu votre douleur, voilà, cibler un petit peu mon patient. Et ensuite, je vais commencer par faire toute une série de tests palpatoires, d'accord, sur toutes les articulations du corps. Et en fait, on regarde, peu importe la zone douloureuse pour laquelle le patient consulte, on regarde toujours des pieds à la tête. D'accord? C'est très important de voir le corps dans son ensemble. Parce qu'il y a une connexion? Parce que ça peut... parce qu'en fait, on fait tous ces tests palpatoires pour aller un petit peu à la recherche des zones de tension, des zones de blocage qui peuvent expliquer la douleur. Et ce n'est pas forcément la zone de douleur. Exactement. C'est ça. Voilà. Ok. Mais alors, qui vient chez vous? Et pourquoi on vient chez vous? Parce Alors, que normalement, communément, lorsqu'on a mal au squelette, on va voir un traumato et ensuite on va voir un kiné. c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce qui va nous faire amener chez l'ostéopathe? Alors, par exemple, c'est vrai que les consultations les plus nombreuses qu'on a au cabinet, c'est plutôt des lumbagos, donc c'est-à-dire des douleurs du bas du dos, des torticolis, donc des douleurs au niveau de la nuque. Le patient n'arrive pas bien à tourner sa tête à droite, à gauche. Mais ça ne s'arrête pas que à ça. On peut également voir des patients de tout âge, d'accord ? Donc, par exemple, des nourrissons qui ont eu une naissance un petit peu difficile, accouchement avec instrument, par exemple. Également, des nourrissons qui ont tendance à avoir la tête toujours tournée d'un côté, ce qui leur donne une tête plate un petit peu d'un côté, ce qu'on appelle la plagiocéphalie, d'accord ? Donc là, c'est intéressant aussi de ramener son enfant très rapidement. Dès qu'on détecte ce petit aplatissement, il faut rapidement le ramener. Mais vos patients vous sont orientés par des médecins, par des confrères, ou bien on arrive chez vous comme ça parce qu'on a entendu que l'ostéopathe faisait des miracles sur le corps, sur les douleurs? C'est souvent, les gens se renseignent souvent sur Internet en fait, et c'est comme ça qu'ils viennent me voir. Et en fait, justement, en ostéopathie, on vient me voir en première intention, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être envoyé par un médecin, on n'a pas besoin de prescription médicale, parce qu'on a quand même fait toute une formation qui nous permet de réorienter un patient s'il a besoin d'être réorienté vers un autre médecin adapté. Je vais lui dire, bon, bah, écoutez, là, ce n'est pas de mon ressort, il faut aller voir un tel. Exact. Voilà. Alors, la différence quand même entre l'ostéopathe et le kiné, il doit probablement y avoir une différence entre vos deux spécialités, mais on a tendance un petit peu à, lorsqu'on parle communément, on dit, bon, tu as mal, tu devrais aller voir un ostéopathe ou un kiné, comme si vous vous apportiez, on va dire, les mêmes bénéfices. Est-ce que ce sont les mêmes bénéfices? Alors, c'est vrai, on confond souvent ces deux sortes de médecine, mais en fait, c'est un métier différent, justement dans le sens où donc on n'a pas besoin de prescription médicale. On voit le corps plutôt dans son ensemble et on se focalise moins sur la zone douloureuse, enfin, pas juste sur la zone de douleur. Et puis, on n'utilise pas d'outils. Voilà une autre différence, donc c'est que nos mains. Quoi d'autre?
Mais pour quelle... C'est-à-dire, en fait... Voilà, pour quelle solution? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rééquilibre le corps. Donc, par exemple, moi, je travaille avec une kinésithérapeute à mon cabinet et c'est très intéressant de travailler ensemble. Parce que, par exemple, elle a des patientes qui viennent pour une rééducation du périnée, d'accord? Après l'accouchement. Voilà, après l'accouchement. Et elle aime bien m'envoyer ses patientes juste avant de les voir, d'accord? On fait une séance d'ostéopathie parce que tout simplement, une patiente qui vient d'accoucher, elle a un bassin traumatisé un petit peu. Il y a eu quand même bébé qui est passé par là. Souvent, il y a des blocages au niveau des articulations. Des tensions ligamentaires, etc., que nous, on réharmonise le bassin et par la suite, la kinésithérapeute peut faire son travail de rééducation musculaire sur un bon sur bassin. un bassin harmonieux. Et donc, ça. on aime beaucoup travailler ensemble là-dessus, c'est très complémentaire. Voilà. C'est complémentaire, exactement. Voilà, la kiné est plus basée travaille plus avec les muscles et nous, peut-être un peu plus... sur le squelette, la posture, l'harmonisation en fait du corps. Tout à fait. Alors, donc en fait, quand on vient voir un ostéopathe parce qu'on a mal au dos, on n'aura pas la même approche que si on va voir un kiné parce que nous avons mal au dos et on n'aura pas. C'est vrai. Mais on aura la même solution, on sera normalement soulagé. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et parfois, ça peut être aussi intéressant d'aller voir un ostéopathe plus un kiné. Parce que si quelqu'un vient avec un lumbago, donc une grosse douleur du bas du dos par exemple, et c'est quelqu'un qui fait très souvent des blocages à ce niveau-là, hein, il y a des gens qui sont très fragiles bas du dos, et donc je leur fais une séance ou 2 séances selon ce qu'ils ont besoin. Une fois soulagés, je leur conseille parfois d'aller voir quand même faire une séance une série de séances chez un kinésithérapeute pour tout simplement remuscler, rééduquer les muscles et éviter que ces blocages reviennent. C'est ça. D'accord. Exact. Alors, l'ostéopathie, c'est, on va dire, du paramédical ou une médecine douce? Vous la définisseriez comment, vous? Oui, oui. C'est vrai qu'on peut également parler de médecine douce parce qu'il y a quand même un diagnostic qu'on doit faire, en fait, un diagnostic ostéopathique, hein, avec toute cette série de tests. Et donc, on peut aussi parler de médecine douce, mais c'est également du paramédical. Oui, pour moi, c'est un petit peu les deux. C'est difficile. Mais ça reste quand même une spécialité mal connue. C'est vrai. Alors, ça dépend des pays. Des pays. En France, par exemple. En France, c'est assez monnaie courante. Chacun a son ostéopathe. Les gens y vont... Alors, je parle en général. Hein. Les gens partent souvent en prévention chez l'ostéopathe. Hein. Donc, en prévention ce qui est super. Du vieillissement, par exemple? Par exemple... oui, c'est vrai que moi, par exemple, je vois un peu la différence entre mes patients qui viennent chaque 6 mois, d'accord, en prévention, même s'ils n'ont pas de douleur, ils viennent pour rééquilibrer un petit peu le bassin, l'axe vertébral, d'accord, et je vois la différence entre ceux qui viennent que quand ça va plus du tout. Donc là, il y a évidemment plus de travail. Mais en prévention, ça oui. donnerait quoi? Ça améliore quel niveau, en fait, quelle partie de la qualité de vie? Par exemple, si on peut ramener son enfant chaque année, par exemple, chez l'ostéopathe, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte, ça permet déjà de l'accompagner dans son développement moteur et dans sa croissance, par exemple. Ça peut parce qu'on a tous grandi sans ostéopathe. Voilà. Ça peut éviter, par exemple, les scolioses, au moins les soulager si vraiment, parfois il y en a certaines qu'on ne peut pas éviter, mais au moins soulager et des problèmes de genoux, des problèmes de dos, tout simplement. Des problèmes du pied-plat? On peut travailler là-dessus également. Parce que ça impacte la posture. Ça impacte toute la posture, donc évidemment le dos aussi. Autre chose, par exemple, un bassin, si quelqu'un a fait beaucoup de sport, par exemple, beaucoup de sport un peu traumatique,
il a tendance à se créer des blocages au niveau du bassin. D'accord ? Et un blocage au niveau du bassin, on le ressent? La personne ne va pas forcément le ressentir, mais à force, ça va s'installer pendant des années, ça va s'installer et entraîner une différence de pression sur les genoux. D'accord ? La pression ne va pas être équilibrée des deux façons et ça peut user, par exemple, un genou plus rapidement que l'autre ou une hanche aussi. Ça peut user le cartilage de la hanche. Un accompagnement préventif. Oui, aussi. Parce que du coup, on peut prévenir. Peut-être que si chacun irait chaque année voir l'ostéopathe, il y aurait peut-être moins d'arthrose plus tard. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Parfait. Donc, on va dire que l'ostéopathie, c'est là pour soulager certains maux, mais c'est aussi là pour accompagner le squelette dans son développement harmonieux. Oui. Vous parlez aussi d'expérience en France, l'expérience au Maroc. Eh bien, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'ostéopathes, mais c'était l'idée. Ça commence, exactement. Et l'idée avec vous, c'était de mieux faire connaître cette spécialité à cheval entre la médecine douce et le paramédical. Exactement. Merci beaucoup Emmanuelle Kriki, vous êtes ostéopathe à Rabat. À très vite sur Média TV. Merci à toute l'équipe en régie pour sa réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Merci à l'équipe à Tanger. À très bientôt sur Média TV et sur les ondes de Média Radio. Au revoir.